Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, nous allons parler des Taïnos, des Kalinago, de Christophe Colomb, des Européens, de corruption, de guerre, de pouvoir, de politique, de lutte fratricide pour le pouvoir, de contacts violents et non violents, de colonisation, de carnaval d'une certaine façon. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femme. 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 J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir deux femmes. Elles sont un petit peu stressées, mais ça va bien se passer, mesdames. D'habitude, le belay là, du jingle détend l'atmosphère. Comment allez-vous? Comment ça va, Nika? Très bien, parfaitement. Comment ça va, Marilyn? Ça va. Ça va? Ça va. Bon, je reçois donc Nika Hit à ma droite et Marilyn Mouriès-Boulogne à ma gauche. En tout cas, je suis très heureuse de vous recevoir. Vous avez écrit deux ouvrages extraordinaires que je vais montrer, dont on va parler en fait au cours de cette émission. Donc, Amérindiens européens dans la Caraïbe insulaire, 1492-1804. Il y en a deux tomes. Tome 1, tome 2, donc tome 1, contact violent, tome 2, contact non violent. D'ailleurs, Marilyn va nous dire pourquoi il y a une différence d'épaisseur entre les deux. Et puis, Nika Hit, Carnaval dans la République. On parle de politique, c'est passionnant, c'est vraiment une plume très 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 belle et beaucoup d'humour aussi, mais on parle de choses qui ressemblent un petit peu à la réalité, mais ce n'est pas de la réalité, c'est de la fiction. Je vous laisse vous présenter. Qui c'est qui se jette à l'eau? Plouf, 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 plouf. Nika. Oui, Nika. Donc, je suis Nika Hit, je suis martiniquaise, je suis autrice. J'ai travaillé longtemps dans l'administration, administration 15 ans, d'État. Oui, 15 ans, administration d'État, administration territoriale, ce qui m'a amené à écrire ce roman, Carnaval dans la République. Alors, mais c'est un roman. Oui, c'est un roman, bien sûr. Alors, c'est un roman. Et on y insiste parce qu'effectivement, il y a beaucoup de livres, en fait, qui paraissent, qui s'inspirent de faits réels, mais qui ne relatent pas la réalité. Absolument. Ça s'inspire, mais c'est une fiction. Mais bon, voilà. Donc, je vais commencer d'ailleurs avec cette citation, avant de donner la parole à Marilyn. L'histoire est entièrement vraie, puisque je l'ai imaginée d'un bout à l'autre. Donc, c'est l'insipide citation de Boris Vian, L'écume des jours. Voilà, on va y revenir très longuement, très largement, mais c'est passionnant. Marilyn, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, je suis professeure d'histoire-géographie, anthropologue, martiniquaise, caribéenne, mère de 3 filles. Voilà. Et puis, tu as écrit, alors, cet ouvrage, en fait, ces ouvrages sont parus l'année dernière, 2021, mais tu en as écrit d'autres? C'était premier, tu en as écrit d'autres? Oui. D'accord. Oui, tout à fait. Toujours, c'était quoi? C'était de l'anthropologie, de l'histoire? Non, j'ai fait un recueil d'articles, parce que j'ai fait de nombreux articles qui sont en ligne. Donc, j'ai rassemblé mes articles. Donc, ça a fait un premier ouvrage. Et j'ai fait aussi un recueil de poèmes. D'accord, excuse-moi, je ne les ai pas lus, non, malheureusement, mais je vais essayer de réparer cet oubli. En tout cas, donc tu enseignes au lycée de Bellevue. Est-ce que tu peux nous indiquer dans quelles circonstances tu as voulu écrire cet ouvrage-là, avec vraiment 2 sommes, sur les contacts entre les Européens et les Amérindiens? Dans quelles conditions tu as dit j'écris ces ouvrages? Alors, ces ouvrages, au départ, c'était une commande qu'on m'avait faite, c'est-à-dire... le Conseil général de la Martinique m'avait demandé de faire une étude sur l'héritage amérindien dans la culture antillaise. Et donc, j'ai travaillé sur le sujet. Je suis restée 1 an au musée départemental d'archéologie précolombienne et d'histoire de la Martinique. De Fort-de-France? De Fort-de-France. Et j'ai rendu un petit rapport de recherche. Mais... j'estimais que ce travail n'était pas terminé. Et donc, j'ai terminé ce travail, j'ai continué les recherches sur mon temps libre. Pendant tes vacances, tu m'as dit, en fait. Pendant mes vacances, voilà, c'est ça. Et donc, ça, ce n'est pas l'héritage amérindien, c'était l'introduction à l'époque. C'est-à-dire, en fait, à l'époque, dans l'introduction de mon travail de recherche, j'avais jugé qu'il était nécessaire de parler des relations entre Amérindiens et Européens pour pouvoir
avoir une idée du contexte dans lequel l'héritage amérindien avait pu se constituer. Comment est-ce qu'il a pu être transmis aux différents peuples de la Caraïbe. Alors ça, c'était la première, c'était juste une petite introduction, mais en continuant les recherches, cette partie introductive a gonflé. Ben oui, il y a 300 et donc je l'ai pages. détachée. 400 et 300 pages, oui. Voilà, et donc je l'ai détachée, puisque bon, le cœur de mon travail, qui est l'héritage amérindien, c'est un livre qui va sortir par la suite. Ouais. Mais il y a beaucoup à en dire de ces contacts. Qu'est-ce que toi, quand on te dit, si je te dis, Nika, amérindien, européen dans la Caraïbe insulaire, qu'est-ce qui vient à ton esprit? Justement, j'aurais plein de questions. Oui. Par exemple, on sait que les Amérindiens sont un peuple de la mer, qu'ils bougeaient énormément, et qu'ils ont été en mesure de construire des embarcations très sophistiquées et très grandes. Parfois, il y avait 60 hommes qui montaient dans ces embarcations. Et je me suis demandé d'où leur venait cet art maritime. Parce que ceux qui les ont remplacés, je veux dire les esclaves africains, sont restés prisonniers de l'île, alors que les Amérindiens, ils pouvaient... mais ils n'étaient pas mis en esclavage. Oui, effectivement. Bon, à mon avis, c'est une tradition millénaire, c'est pas une tradition qui s'est faite... parce que la présence amérindienne, elle est pas récente. Hein, oui, bien sûr qu'elle est... On repousse d'année en année, on repousse avec les recherches archéologiques la présence amérindienne sur le continent et aux Antilles. Parce que ce que j'ai lu en fait, dans ton livre, hein, puisque tu retraces aussi, puis quand on va au petit musée, ça m'a donné l'occasion, en lisant tes livres, de retourner au musée précolombien de Fort-de-France, très joli musée. Donc, on retrace un petit peu l'arrivée des Amérindiens. Donc, ils sont passés par le détroit de Bering, ils viennent d'Asie, en fait. Ils sont passés par le détroit... En fait, je dis ce que je sais, tu vas me dire non, c'est pas ça, c'est pas ça. Ils sont passés, mais sur des millénaires. Ils sont passés par le détroit de Bering, ils sont descendus en Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et les Grandes Antilles. Mais ils arrivent dans notre région, Grandes Antilles, Petites Antilles, dans quoi, il y a 20 000 ans ou plus. C'est ce que j'ai cru comprendre. Ça, c'est de l'archéologie. Ça m'intéresse moyennement et les chiffres reculent d'année en année. Tout ce que je peux vous dire, c'est que les chiffres de la présence amérindienne sont déjà, ça ne fait pas consensus. Et ensuite, ces chiffres sont constamment remis en question d'année en année sur le continent et aux Antilles. Et dans notre archipel. Et aux Antilles. Et c'est même presque un enjeu politique. Parce que, grosso modo, les Amérindiens disent de plus en plus qu'il y a des dates qui révèlent une présence très ancienne et que ces dates sont cachées, notamment sur le continent, pour des raisons. C'est-à-dire qu'il y a quand même des envahisseurs européens qui se sont appropriés un espace qui est occupé depuis des millénaires. Donc, politiquement parlant, il y a des enjeux énormes. Oui, mais en tout cas le contact, 1492, c'est Christophe Colomb, c'est ça. Alors, pourquoi 1804 ? Parce que c'est la lettre de Victor Hugues qu'il a faite pour pouvoir intercéder en faveur des Amérindiens. C'est-à-dire Victor Hugues a essayé d'aider les Amérindiens, parce que les Amérindiens notamment avaient... Victor Hugues, c'est celui qui a été pendant la période révolutionnaire, pour ceux qui ne connaissent pas Victor Hugues, il a libéré la Guadeloupe. Guadeloupe et Martinique, pendant la période révolutionnaire, étaient sous emprise anglaise. Anglaise, tout à fait. Et donc, il a libéré la Guadeloupe. Il était un révolutionnaire qui a libéré la Guadeloupe. Et donc, les Amérindiens, à l'époque, il faut savoir qu'il y avait un combat entre les révolutionnaires et les révolutionnaires et les royalistes aux Antilles. Les Anglais étaient royalistes et les Amérindiens, eux, étaient révolutionnaires. Les Amérindiens, et notamment les Amérindiens de Saint-Vincent, venaient à Saint-Pierre pour pouvoir échanger des armes. Ils prenaient des armes et ils achetaient des armes à Saint-Pierre et ils retournaient et ils combattaient les Anglais. D'accord. Et donc, Victor Hugues a voulu remercier les Amérindiens, a voulu intercéder en faveur des Amérindiens, et malgré ça, ils ont été déportés sur l'île de Roatan, au large du Belize, et il n'a pas eu gain de cause. Donc, les Amérindiens de Saint-Vincent notamment, ont été déportés au début du 19e siècle.
Ok. Juste, tu voulais poser une question? Oui, je voudrais comprendre. On va t'en mettre à nous, désolée, Donc, Marie. je comprends les relations violentes, le tome 1, je comprends ça, puisque les Européens viennent en conquérant et exterminent les Amérindiens. Mais le deuxième tome, ce Non sont les violent. relations pacifiques, non violentes. Alors, j'aimerais que tu expliques, Oui. parce que sont-ce des relations commerciales, sont-ce des relations amoureuses, Des fois, hein, sexuelles, parfois, il y a des c'est quoi? relations, parfois, il y a- Comment tu as pu être amené à écrire 300 pages sur les relations dites pacifiques? Non violente. Alors en réalité, c'est tout ce qui paraît pas au premier abord, tout ce qui n'est pas au premier abord considéré comme frontalement violent. Échange C'est-à-dire, linguistique, par Mais en exemple. réalité, c'est violent quand Tout même. ce qui est échange linguistique, Pas nécessairement. tout ce qui est mariage. Oui, il y a eu des mariages. Oui, il y a eu Ok. des mariages. Tout ce qu'il y a, il y a des preuves des mariages, Oui. donc j'en ai cité des exemples. Si c'est des exemples, par exemple, il y a une femme qui s'appelle Marie Manarine, qui est très connue, pour être l'épouse de Monsieur de Rosselin, qui est à Saint-Pierre. Jusqu'à présent, la Roxelane, la rivière c'est par elle, la là, Roxelane à Saint-Pierre, ça venait de Monsieur de Rosselin. Et son épouse était amérindienne. Bon, tout le monde savait que son épouse était amérindienne. Bon, il y a donc des relations, bon, il y a des échanges du troc entre Amérindiens Échange de et Européens. marchandises. Il y a des échanges donc, de marchandises, il y a des échanges aussi linguistiques, il y a des échanges de techniques. Les Amérindiens aident les Européens. C'est grâce aux Amérindiens Que les que les Européens se sont implantés Oui. dans les îles. Sans les Amérindiens, ils n'auraient jamais pu La s'implanter. religion aussi, il y a eu de la religion. Tout ce qui est religion. Quelques-uns se sont mais en même convertis temps, d'ailleurs. ce deuxième à la tome est religion beaucoup plus amérindienne. subtil que le premier, parce que ce deuxième tome Voilà. révèle des violences insidieuses. Voilà, C'est-à-dire c'est que ça. même dans des contacts qui semblent, Pacifique, en réalité, il y a quand même la il y a violence. quelque chose qui relève Ouais. de la destruction C'est ça. des traditions, Ouais. de la destruction de toute une communauté qui existait dans la Caraïbe. Oui, D'où c'est ça vient? Après, je te cède la parole, Lucas. Parce qu'on pourrait passer 2 heures à te faire que te dire, mais dis-nous, s'il te plaît, Marie, dis-nous. Juste, alors, première question sur ta méthode. Ta méthodologie, c'est quoi? C'est des sources documentaires? C'est quoi? Oui, alors c'est très difficile. Moi, je n'ai pas trouvé de sources autochtones. C'est très difficile pour plein de raisons. Justement, j'en ai parlé. Je me suis posé la question de l'absence de sources autochtones dans la Caraïbe. C'est lié à beaucoup de choses. Mais notamment, il y a l'écrit est quelque chose de sacré pour eux. Ça relève du dessin, c'est quelque chose de sacré. Mais ça relève aussi d'un apprentissage. C'est-à-dire que l'écrit, c'est quelque chose qui relève... Alors, il y a de l'apprentissage, il fallait qu'ils apprennent à écrire, passer par les Européens pour apprendre à écrire. Mais il y avait aussi un problème donc il y a un problème de classe sociale, il y a des problèmes qui se surajoutent. Mais au départ, ils ont une relation à l'écrit qui est quand même assez... Ritualisé. Oui, voilà, C'est ritualisé, c'est très sacralisé. religieux. Voilà. Donc c'est pas évident. Donc les sources, il y a beaucoup de sources des Européens eux-mêmes, des prêtres notamment, pas que. Mais... Alors, ce que j'ai pris, c'est les sources. J'ai fait le pari qu'en croisant les sources occidentales, j'arriverais à faire émerger une forme de réalité. C'est-à-dire que j'ai croisé depuis Cuba jusqu'à Trinidad toutes les sources occidentales, et avec toutes ces sources occidentales, j'ai essayé de récupérer les données et les mettre en relation. Ok. Alors Voilà, juste alors, c'est un travail sur les archives en fait. Oui, c'est le un Titan. travail sur les textes des chroniqueurs. Oui, c'est un travail. Mais c'est passionnant parce qu'il y a des extraits, il y a beaucoup d'extraits, des extraits originaux en fait. Alors on apprend juste en passant que certains Amérindiens vont en Europe et notamment en Espagne. Il y a eu des voyages, ils sont partis là-bas. Ils ont appris la langue. En plus. Ils apprenaient, parce qu'ils étaient envoyés pour apprendre la langue, c'est-à-dire pour être des interprètes. Oui. Donc dès le premier voyage de Christophe Colomb, ils amènent des Amérindiens en Europe. Oui. Quelques-uns qui meurent d'ailleurs pendant le voyage. Et voilà. Alors, quelques grandes dates quand même, on ne va pas être exhaustif. Alors, 1492, on l'a dit. Donc, c'est quoi? C'est Christophe Colomb qui arrive dans la région et qui arrive où en 1492? Alors, d'abord, il arrive à San Salvador, c'est une île, il ne s'installe pas. Il va ensuite aller dans l'île d'Hispaniola, ce qu'on appelle aujourd'hui l'île d'Hispaniola, c'est Haïti et la République dominicaine. Alors,
il va arriver sur le territoire d'un roi qui s'appelle Guacanagari. Guacanagari. Et Guacanagari, il va être tout de suite celui qui va être considéré un peu comme, on va dire, le collaborateur, c'est-à-dire celui qui va... Le collabo, quoi. Pour lui, c'est l'ami de Christophe Colomb. C'est vraiment l'ami. Et ça sera le seul. Attends, tu dis collaborateur ou collabo? Collaborateur. D'accord, ok. Disons que les autres chefs amérindiens de l'île étaient hostiles à la présence amérindienne. Ok. Alors, 1492. Bon, pour s'il nous intéresse en Martinique, 1635, Belen et Nambuc. 1636, partage de la Martinique entre les Européens et les Caraïbes. L'Est aux Caraïbes et l'Ouest c'est aux habitants. On les appelle les habitants, il me semble. Il y a une carte, c'est quoi? C'est du tertre, de tertre? Alors, il y a plusieurs cartes La qui carte, existent, oui. Mariette, etc. Mais il y a une carte où on voit très clairement, enfin, bon, en tout cas, pour les profanes comme moi, j'en ai une en tête. C'est du tertre ou pas? Mariette. Pardon? Mariette. 1636, 1658, en fréquent. Voilà. 58, la bataille de Font-Saint-Jacques. Voilà. On va y revenir tout à l'heure. 31 mars 60, le traité. Il y a un traité qui est signé en 1660. Les Caraïbes sont chassés des Petites Antilles. Saint-Vincent et la Dominique leur sont réservés. 1790, déportation des Amérindiens vers les Grenadines. 1797, vers le Honduras. Et puis 1903, la Dominique leur est réservée. Ça, je suis allée plus loin que 1804. C'est bon? Ok. Ça marche. On fait un petit break dans l'histoire des Amérindiens. On a plein de questions un peu à Marie-Lynne, mais aussi on va s'intéresser à Nika dans quelques instants. Juste maintenant, là, c'est Focus. Alors, dans la rubrique Focus, je voudrais qu'on parle de Eva Kelly, donc, qui est la vice-présidente du Parlement européen et donc, qui a été récemment écrouée, en fait, pour une sombre histoire de corruption. Donc voilà, la corruption au cœur du Parlement européen avec des intérêts. On parle de Qatar Gate, donc on voit sur les images, privée de son mandat de vice-présidente. On aurait retrouvé 600 000 € en liquide chez elle. Enfin, c'est vraiment quelque chose. Il y a une enquête qui est en cours, mais c'est vraiment stupeur, quoi. Dans l'univers européen, en pleine Coupe du Monde de foot, c'est incroyable. Alors, Nika, toi qui parles de corruption, donc qui est au cœur de ton carnaval dans la République, qu'est-ce que ça t'inspire, cette histoire? Donc, on parle des femmes, elles s'efforment, donc une femme, Eva Kelly. Donc, Oui, ben, ça m'inspire, comme tout le monde, effectivement, une grande surprise. Et j'imagine la déception de tous ceux qui militent avec leur cœur de voir qu'une parlementaire, socialiste grecque, elle est vice-présidente du Parlement européen, ce qui n'est pas rien, se retrouve en prison avec quatre autres pour appartenance à une organisation criminelle, blanchiment d'argent et corruption. Oui, c'est ça. Elle est soupçonnée d'avoir reçu de l'argent du Qatar pour influencer les décisions économiques et politiques. Oui, c'est horrible, quoi. C'est tout à fait horrible, mais je veux dire, c'est devenu malheureusement un phénomène général. Enfin, on voit que, par exemple, à Marseille, un ex-président de conseil général a été condamné, Monsieur Guérini, pour avoir attribué des marchés sans respect des procédures à son frère pour le traitement des poubelles. On voit aussi, chez nous aussi, on voit que la corruption... il y a le rapport du SMTVD où il est question quand même de 60 millions d'euros. Il y a eu l'affaire Seregmia où il était question quand même de 12 millions d'euros. Notre petite Martinique ne semble pas, malheureusement, épargnée non plus. Alors, c'est vraiment au cœur. Alors, la question de la corruption est au cœur du carnaval dans la République, n'est-ce pas? Oui, la question de la corruption, il figure en bon plan. Mais il suffit d'ouvrir un journal aujourd'hui pour voir les gros titres tous les jours où un homme politique est en cause et on est surpris de cela. Mais pourquoi? Enfin, on est surpris, mais en même temps c'est récurrent. Est-ce que finalement, pourquoi? Est-ce qu'ils ne sont pas assez payés? Pourquoi? Est-ce qu'on c'est juste l'appât du gain? C'est quoi la raison? Marie-Lynne, tu as une petite idée? Ça me fait sourire parce qu'en réalité, pour revenir à mon livre, oui. Mais vas-y. Mon livre montre en fait cette espèce
espèce d'avidité mais c'est culturel en fait, c'est culturel. Est-ce que c'est culturel? C'est quoi? C'est amasser pour amasser? C'est quoi? Je ne Parce sais que- pas oui, si, oui. si c'est culturel. C'est le rapport quasiment prédateur au monde, en fait. Oui, C'est un mais rapport qu'est-ce qu'il y a sous prédateur. ça? Est-ce Mais, que- mais toujours je plus. crois que, en fait, c'est général. C'est pas. Je pense pas que ce soit culturel à des régions du monde. Je pense que c'est l'appétit du pouvoir. Montesquieu, dans l'Esprit des lois, disait déjà tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. Parce que quand l'homme politique arrive aux affaires et il connaît déjà l'étendue de ses pouvoirs, mais il ne le mesure pas peut-être complètement. Ouais. Et quand il voit que là, il a du pouvoir et qu'il peut en profiter, faire profiter sa famille, faire profiter ceux qui lui donnent un coup de main, ben, la tentation ouais. est C'est là. grande, ouais. Non, mais La là, tentation on est parle grande. d'autre chose, excusez-moi. Là, on parle de corruption. La corruption, c'est le lien entre le pouvoir et l'argent. Oui. Parce qu'elle, à sa place, ou ceux qui ont du pouvoir, tu es président de ceci, tu as du pouvoir. Ça, c'est quelque chose que les autres n'ont pas. Monsieur, tu peux me donner le travail? Oui, je te donne pas. Tu es obligé de me payer. Tu sais que je t'ai donné. Donc, tu vois, monsieur, tu peux faire ça pour moi? Oui, je peux faire. Mais tu pourrais te satisfaire de ça. J'ai le pouvoir, je suis chef, c'est moi qui te fais, c'est moi qui machin. Mais là, c'est autre chose. C'est l'appât du gain, là. C'est l'argent. Oui, de la même façon que Colomb, il voulait trouver de l'or à tout prix. Pourquoi il y a cette espèce d'esprit d'argent? Tu vois, c'est-à-dire... Oui, c'est avidité. Cette quoi. avidité, C'est oui. une avidité. Oui. Parce que Oui, vas-y. quand on voit Oui. peut-être qu'on aurait la possibilité et que c'est facile, Oui. puisque Ça va avec, quoi. on a des pouvoirs, ben, j'ai tendance à dire c'est dans la nature humaine, à moins d'être des gens extrêmement Des sages oui, bouddhistes. Oui. voilà ce qu'on ne trouve plus guère aujourd'hui. Je crois que la tendance naturelle de la nature humaine, c'est Oui. de profiter de ce qu'il peut avoir sous la main. Juste pour Je ne revenir... suis pas sûre. Ah, tu n'es pas d'accord? T'es pas d'accord? Non. Je ne suis pas. Je pense que c'est une question de valeur. Oui, c'est des valeurs, Personnellement, je pense que c'est une question de valeur. D'éthique. Si on peut passer avant l'intérêt général, l'intérêt collectif, si on a un mandat politique pour œuvrer dans l'intérêt du peuple, pour moi, on n'est pas là pour œuvrer pour son intérêt personnel. Bien sûr Donc, que c'est ce Mais qu'il faudrait. surtout qu'à ce Bien sûr. niveau-là, oui, ça dépend des valeurs, mais surtout qu'à ce niveau-là, on sait pas moi je ne sais pas le salaire d'Eva Kelly, mais ça, elle gagne pas le SMIC, quoi. Je suis Oui, désolée, c'est ça. je veux dire, pour faire vivre sa famille, y compris sur plusieurs Bien générations, sûr. ça peut être possible à son niveau, sans compter le pouvoir dont on parle. Juste pour revenir aux Amérindiens. Est-ce qu'il y a l'équivalent? Parce que là, effectivement, contact violent, contact non violent, on voit bien qu'il y a cet appât du gain, notamment chez les Espagnols, il y a cette avidité, il y a cette cupidité, il y a cette violence aussi, qui est presque intrinsèque, en fait, faire mal pour faire mal. Mais est-ce que du côté des Amérindiens, il y a cette chose-là ou quelque chose d'équivalent? Non. D'accumulation, de vouloir accumuler? La réponse est non. La réponse est non. Non, ils sont d'ailleurs très surpris parce que Oui. dans la société traditionnelle, dans les sociétés traditionnelles de façon générale, il y a une notion d'égalité. C'est-à-dire qu'il y a vraiment l'idée qu'il faut que tout le monde soit au même niveau, en quelque sorte. Alors comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait qu'il y a beaucoup de tâches qui sont faites ensemble. On va cultiver ensemble, on va faire un certain nombre de tâches ensemble, partager. Il y a le partage qui, dans la plupart des sociétés traditionnelles, on n'accumule pas de richesses et ils sont dans un système de subsistance, c'est-à-dire en quelque sorte, où ils partagent les... Quand ils sont arrivés, les Européens, ils ont été très étonnés de voir qu'il n'y avait pas de travail. C'est la question du travail qui fait la grande différence entre les sociétés occidentales et les sociétés amérindiennes. Les Occidentaux ont imaginé qu'il n'y avait pas de travail dans le sens occidental. Ils travaillaient, c'est-à-dire ils travaillaient dans le sens, ils avaient des activités. Ils allaient pêcher, ils allaient chasser, ils allaient faire... ils faisaient des paniers, ils faisaient un certain nombre de choses. Mais le travail à l'occidental, dans la façon occidentale, c'est de mettre les gens au travail pour qu'ils gagnent un salaire. Ça, ce sont les Occidentaux qui ont apporté ça à Hispaniola. Ils ont forcé, ils ont déstructuré les sociétés amérindiennes. Et après avoir totalement déstructuré les sociétés amérindiennes, ils ont fait ça pour les forcer à travailler. Alors, ils ont imposé un impôt, et en imposant cet impôt, ils ont obligé à aller chercher de l'or. Donc, c'était une façon de les faire travailler pour aller chercher de l'or. Mais ils ne pouvaient pas les obliger à faire ça pour leur survie, parce que de toute
façon, les Amérindiens n'avaient pas peur de... Pour eux, ils n'avaient jamais manqué. Parce que la société traditionnelle assurait les besoins. Oui, c'est ça. Et puis leurs Les besoins besoins. étaient limités aussi. Enfin, ils se contentaient de ce qu'ils avaient aussi sous. Ils ne manquaient pas. Ils ne manquaient de rien. Ils ne de manquaient rien. pas. C'est-à-dire qu'ils pratiquaient quasiment une agriculture qui était très productive, biologique, si on Oui, je c'est ça. traduit en termes actuels, Oui, oui, donc, bien sûr. et quasiment intensive mais biologique. C'est-à-dire qu'ils ne manquaient de rien, ils Oui, avaient c'est ce ça. qu'il leur fallait pour... Manger, et en plus, ils boire. étaient sur le passage d'oiseaux et ils ne manquaient Ils de ne manquaient de rien. Ce qui fait que quand les Européens sont arrivés, ils ont dû déstabiliser toutes les sociétés, toutes leurs sociétés, pour pouvoir les forcer à travailler. Parce qu'il fallait générer des gains, la pâte du gain. Ils allaient tellement loin en matière de convoitise et d'avidité qu'ils mettaient, pour montrer, pour se montrer supérieur, pour se montrer riche, etc., ils mettaient de l'or dans les salières. Vous savez qu'il y avait de l'or dans l'île d'Hispaniola, et les Espagnols ont exploité cet or, il y avait des pierres aussi. Ils ont exploité l'or et ils étaient tellement riches que le roi a dû légiférer pour empêcher les Espagnols de l'île d'Hispaniola d'avoir des vêtements qui portaient trop d'or, trop etc., riches. parce qu'ils étalaient leur richesse. Donc il y a cette idée. Moi, je pense que chez certains hommes et certains hommes de pouvoir, il y a cette idée qu'on veut toujours avoir toujours plus. Oui, Toujours voilà, plus. c'est ce que Mais je ne crois c'est ce pas que ce soit disais tout le à monde. l'heure. Oui, je ne c'est pense pas que tout ce le soit monde. tout le monde. Non. Je pense qu'il y a des gens qui sont sincèrement attachés à des valeurs collectives, humanistes, humanitaires. Heureusement d'ailleurs. Sans déflorer le sujet, non. Mais on va parler de ça juste après le jingle. Mots de femme. Voilà, on continue la discussion qui est enflammée, les Amérindiens, on était à évacuer l'île, un retour sur le carnaval dans la République. Donc la corruption au cœur de cela. Sans déflorer, c'est quoi le pitch? Fais-nous un peu le pitch de le résumé de ton ouvrage, s'il te plaît. Alors, en fait, c'est l'histoire d'une ambition, deux amis, deux hommes politiques qui s'adoraient hier. Négus et Béranger. Oui, alors c'est Négus effectivement et Béranger, mais c'est surtout Béranger et Delille qui Delille, s'adoraient. oui. À la veille, en fait, de se présenter aux élections, parce qu'il y a un vieux maire charismatique qui a régné 50 ans sur une ville, qui décide de prendre sa retraite et qui donc fameux Négus, d'ailleurs. Négus, Ah oui, oui, tout à c'est fait, Négus, tout à fait. Et donc deux prétendants, Béranger et Delille, vont se disputer et ne vont pas hésiter à recourir aux méthodes les plus viles Et les plus originales aussi, et parfois. les plus originales La sorcellerie, aussi, parfois. notamment. Oui, c'est la très conciliant, vraiment. sorcellerie, effectivement, s'attirer les faveurs des uns et des autres pour gagner le poste de maire. Alors, ça se passe en Volcanie, donc c'est important que les gens comprennent, parce que c'est vrai qu'on a du mal, les auteurs s'inspirent de la réalité. Absolument. Mais tout est romancé, tout est... Oui, Alors, oui. j'ai ramené cet ouvrage aussi, Le Mage du Kremlin, c'est le même principe. C'est Giuliani da Empoli, donc là aussi, je l'ai lu, non, j'ai pas lu la remarque initiale, c'est pas l'incipit, mais il est dit en fait, ce roman est inspiré de faits de personnages réels à qui l'auteur a prêté une vie privée et des propos imaginaires. Il s'agit néanmoins d'une véritable histoire russe. On s'assure, parce que quand on lit ça, on a l'impression de voir un petit peu Fort-de-France. Mais alors c'est vrai, mais ça peut être Fort-de-France, mais ça Oui, peut être d'autres villes, n'est-ce pas? Tout à fait, oui, ça peut être Saint-Denis de la Réunion, ça peut être Pointe-à-Pitre, ça peut être aussi des villes en Indonésie. C'est un pays ça tropical, peut être... quand même. Oui, c'est un pays tropical, absolument, parce que le cadre tropical est tellement magnifique, le cadre martiniquais, réunionnais, guadeloupéen, que j'ai préféré poser effectivement l'histoire dans un cadre qui puisse faire rêver les gens, en particulier ceux qui ne sont pas martiniquais. Et d'où vient cette inspiration? Est-ce que c'est lié, parce que je sais que tu écoutes la radio, vraiment tu es très, très féru d'informations. Oui, absolument. Est-ce que c'est lié à cela? Cette inspiration t'est venue des nouvelles, des infos Oui, tout à fait. À la fois de ce que j'ai pu faire parce que je connais assez bien le service public, également de ce que je lis, de ce que j'entends
j'entends tous les jours. Les hommes politiques sont très en vue et comme on disait tout à l'heure, il ne se passe pas de journée qu'il n'y ait des gros titres sur eux. Donc je veux dire, les histoires que je raconte, elles étaient quasiment servies sur un plateau. Il y avait La réalité, pas besoin... des fois, dépasse la fiction. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que je me suis inspirée effectivement de la réalité, mais qui est transfigurée par l'imaginaire. Enfin, je veux dire, ça existe depuis très longtemps dans la littérature, que l'on pense, je ne sais pas, à Chose vue de Victor Hugo ou à ce qu'Aragon appelait après-guerre le vrai, le faux, qui constituait pour lui une deuxième peau. Bon, on est effectivement dans un va-et-vient permanent entre des choses vraies, des choses transfigurées et des choses totalement inventées par mon imaginaire, mon imagination. Alors, je veux revenir, j'avais une petite question, je suis sûre que tu en as d'autres pour Marilyn, sur l'esclavage. Tu parlais de l'imposition de valeurs, en fait, qui était en rupture, effectivement. Est-ce que les Amérindiens n'ont pas été mis en esclavage? Si. Ils l'ont été? Si. Ici, dans les petites et les grandes Antilles? Si. Si. Déjà, c'était ce qui s'est passé à Hispaniola, c'était vraiment la mise en esclavage. C'était du travail forcé et c'était vraiment de l'esclavage. C'est-à-dire que les populations avaient des conditions elles devaient extraire de l'or dans des conditions épouvantables sans qu'elles aient suffisamment à manger puisqu'elles n'avaient pas suffisamment de temps pour pouvoir faire leur jardin. Donc du coup, les conséquences ont été désastreuses. Les femmes n'avaient pas assez de lait pour leurs enfants. Les hommes portaient des charges très très lourdes. Donc c'était des conditions qui relèvent de l'esclavage. Alors pour l'esclavage dans les petites Antilles, on a la preuve qu'il y avait des Amérindiens sur les plantations. J'ai trouvé dans les textes la preuve qu'il y avait des esclaves amérindiens sur les plantations qui s'occupaient généralement de la nourriture, de faire de la cassave, du manioc, enfin de faire de la farine et les cassaves, c'est-à-dire la galette de manioc, et qui s'occupaient également de la pêche, généralement. D'accord. Et donc, mais d'accord, parce qu'il me semble avoir lu qu'il y a eu quand même des voies pour que ça n'ait pas lieu. Oui, pour mais que ça cette continuait. Voilà, alors comment ça se passait? C'est-à-dire qu'en fait, il était interdit à partir d'un certain moment, dans la couronne de France et également en Espagne, de réduire en esclavage en théorie. Mais c'était autorisé si les esclaves avaient été prélevés chez les étrangers. Si par exemple un Français va prélever un esclave à la Barbade ou ailleurs ou chez les Portugais, c'était autorisé. Ce qui fait qu'on avait des esclaves, on a retrouvé des traces d'esclaves à Barbade, dans toutes les îles, aux Antilles également, qui avaient été pris ailleurs, dans les autres colonies. D'accord. Et les Amérindiens, eux, quand ils allaient faire la guerre, ailleurs, parce qu'ils étaient effectivement, tu l'as rappelé, ils bougeaient beaucoup. Ils avaient des esclaves, ils prenaient les prisonniers, par exemple, ils les mettaient en esclavage. Ils avaient des esclaves, mais ce n'était pas du tout ce que l'Européen entend par esclavage. C'est-à-dire c'était des gens qui leur faisaient, c'était une forme d'esclaves domestiques, des gens qui leur faisaient des travaux agricoles, en quelque sorte. Donc des travaux agricoles, et puis également, c'était généralement des femmes qui faisaient des travaux agricoles. Et les hommes étaient parfois passaient en repas anthropophagique. Enfin, ils étaient parfois éliminés dans un bon repas anthropophagique. Mais alors justement, est-ce que c'est les Européens qui ont inventé ça non, pas du tout, pour mieux les exterminer ou est-ce que c'est vrai? Non, c'était un véritable rituel. Maintenant c'est un rituel. Même, c'est un rituel. C'était pas, ils ne tuaient pas pour manger, ils tuaient parce qu'ils pensaient, intégrer la force de l'autre en eux-mêmes, enfin. Est-ce que c'est une question? Oui, c'est une question. Voilà, elle va nous expliquer. Non, c'est-à-dire que l'anthropophagie, c'est rituel, ça c'est sûr, mais il y a plusieurs formes d'anthropophagie. Il y a l'anthropophagie, il y a manger l'ennemi. Lorsque l'ennemi est mort, il est mort, on va prélever un bras, une jambe, etc. Ce sera un peu un trophée, quoi, en quelque sorte. Mais si l'ennemi est vivant, si on le capture vivant, il va peut-être rester 1 an, 2 ans, 3 ans chez les Kalinago, par exemple. Oui. Et puis après, ils vont décider de l'éliminer. Mais parfois, il a X raisons et possibilités de s'évader, quoi. C'est pas forcément...
Alors, à ce moment-là, bon, il y a tout un rituel autour de ça. On va sacrifier l'ennemi. Oui, hein, c'est un rituel de sacrifice de l'ennemi. D'accord. Alors, ça existait. Maintenant, c'est un épiphénomène par rapport au nombre de morts que les Européens ont causé dans la Caraïbe. Et on dit que les Kalinago, les hommes, parlaient une langue différente des femmes. Est-ce que c'est vrai, Marilyn? Il y a un langage de guerre. Alors, ça existe sur le continent, en Amérique du Sud, ça existe dans certaines populations. Alors, on a remarqué, bon, notamment Philippe Descola en a parlé, qu'il y avait une façon de prononcer les mots qui était un langage de guerre. Alors, est-ce qu'il existait l'équivalent? Il semblerait qu'il y ait des mots différents, parfois. Bon, il y a une incertitude à ce sujet parce qu'il manque de sources à ce sujet. Donc, il y a une incertitude. Cependant, il est très probable qu'il y ait un langage guerrier, un langage d'hommes, mais aussi il y avait beaucoup de femmes qui étaient des femmes arawak. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, il y avait aussi un double langage. De toute elles façon. avaient gardé leur langue, alors que il y a les deux Kalinago parlaient une autre langue. Je m'en vais. Ok, bye bye. Je pars. Juste attends. Mais c'est vrai, c'est tellement passionnant. Alors, moi, j'ai une question. Aujourd'hui, dans le débat public martiniquais, je reviens à la Martinique, on nous parle beaucoup d'héritage africain, les esclaves, on parle de réparation, etc. J'ai l'impression qu'on occulte les Amérindiens. C'est-à-dire qu'on a l'impression, et puis il y a peut-être, tu vas nous dire si c'est réel ou pas, on nous dit ils ont été exterminés, ils se sont suicidés. Alors sur le suicide, j'ai l'impression qu'on confond des choses, parce qu'il y a peut-être eu des suicides, mais tu vas nous dire. Finalement, cet ouvrage répare ça, parce que finalement, on a des traits, on a dans les langues, dans la langue, effectivement, il y a plein de choses qui ont, comment dire, passé les années et qui sont arrivées jusqu'à nous. Voilà. Est-ce que tu as ce sentiment-là aussi? J'ai l'impression qu'on a occulté l'héritage amérindien dans notre, comment dire, dans ce qu'on revendique en fait d'héritage. Ah oui, mais c'est clairement, il y a un déni, un déni total. Alors moi, comment expliquer le déni? Bon, je pense qu'il y a peut-être un manque de connaissances sur le sujet. Je pense, parce qu'on nous a dit, moi petite, enfin moi, il me semble avoir appris qu'ils étaient tous morts, qu'ils avaient été, voilà, qu'ils s'étaient suicidés. Alors, sur cette question de ils étaient tous morts, c'est assez important de souligner que dans l'ouvrage, j'apporte la preuve que c'est faux. Oui, voilà. Déjà, ils se sont réfugiés un peu dans le nord. Certains ont vécu dans les contreforts de la montagne Pelée, dit-on. Ça, c'est ce que tu sais. Alors, c'est quoi la réalité? Ce qui s'est passé, ce que moi je dispose comme information, il y a peut-être des informations dont je ne dispose pas. Ce que je dispose comme information, c'est que on a la bataille de Font-Saint-Jacques. À la suite de la bataille de Font-Saint-Jacques, le mythe consiste à dire il n'y a plus d'Amérindiens dans l'île. Bon. Or, si on prend les textes, dans les textes, il est prouvé, il est dit de façon claire, que suite à la bataille de Font-Saint-Jacques, non seulement les Européens n'ont pas poursuivi ceux qui ont survécu, donc ils sont vivants, ceux qui ont survécu. Ils n'ont pas été poursuivis, ils sont partis par la mer, on ne sait pas où ils ont été, ils ont peut-être été faire simplement un tour, ils sont retournés. Ils n'ont pas été poursuivis. Ils ont peut-être été faire un tour en Dominique, et puis ils sont revenus le week-end d'après. On ne sait pas. Donc, et en plus, on ne parle pas du tout des Amérindiens du Vauclin. Il y en avait au Vauclin, il y en avait partout dans tout l'est de la Martinique, il y en avait à Trinité, il y en avait partout dans tout l'est. Donc on imagine que les hommes ont participé au combat, que certains sont partis, que certains ont été se réfugier quelque part, mais les femmes, les enfants, etc. Bon, elles n'ont pas. Bon, il y a eu certes un massacre à Font-Saint-Jacques de femmes et d'enfants, mais toutes les femmes amérindiennes de l'île de la Martinique n'ont pas été tuées. N'ont probablement pas été. Oui. Alors déjà, j'émets vraiment de sérieux doutes à ce sujet. Mais le Conseil souverain de la Martinique, toujours dans l'ouvrage, je le dis, le Conseil souverain de la Martinique se plaint. 6 ans après, à peu près 6-7 ans après, se plaint du désordre que font les Caraïbes dans l'île. Donc ça veut dire qu'il y en a. Et puis, ils disent que pour ceux qui viennent s'y habituer, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui arrivent. Parce que, il y en a qui viennent de Saint-Vincent. Oui, parce qu'il y a quand même eu le traité de 60, le 31 mars 1660, qui les envoie, entre guillemets, à Saint-Vincent et à la Dominique, non? Les Amérindiens de Martinique pouvaient rester sur place s'ils reconnaissaient la couronne de France. D'accord. Ils pouvaient rester sur place. Donc déjà, il y en a certains qui ont qui ont décidé de rester. Moi, ce que je dis, c'est que non seulement il y avait des femmes, il y avait des enfants qui ont
dû échapper au massacre, massacre de parce qu'ils étaient 1758, dans d'autres, ils n'étaient pas à Font-Saint-Jacques, ils étaient ailleurs en Martinique. Ensuite, il y a des hommes qui en ont réchappé, qui ont dû aller en Dominique et revenir. Et puis, en plus, il y a d'autres Amérindiens de Saint-Vincent, parfois de Sainte-Lucie, parfois de Dominique, qui venaient s'installer en Martinique. Donc, il y a en Martinique aujourd'hui des descendants de ces gens-là. Des Amérindiens. Alors, et donc, voilà. Alors, pour l'héritage africain, vous avez parlé de l'héritage africain. C'est très intéressant, l'héritage africain. J'aurais adoré travailler dessus, puisque je suis africaniste. Je suis une anthropologue qui était spécialisée dans l'Afrique. Donc, quand j'ai travaillé sur les Amérindiens, c'était un peu nouveau pour moi. Donc, je serais ravie de faire ce travail et de faire le comparatif. C'est très intéressant. Mais je n'oppose pas les héritages. Je trouve que les héritages sont une richesse pour nous. Oui, je dis juste qu'on n'en parle pas. Je dis juste que là, moi, quand je suis tombée sur cet ouvrage-là, j'ai dit « Waouh, super !» Parce que, c'est anecdotique ce que je vais dire, mais tu en parles dans Contact non violent, on parlait des langues. Dans notre langue, on a plein de mots qui viennent des Amérindiens. On a plein de mots dans notre cuisine, dans nos pratiques culturelles. On a plein de choses qui viennent des Amérindiens. Mais revendiquons ça aussi, c'est ça. Enfin, revendiquons ça et ça et ça. Dans le temps qui suivra, je vais entrer dans le détail, parce que ce n'était pas mon objet. Mais par exemple, je vous fais un c'est Caraïbes. Ben oui. En Ish, c'est Caraïbes. Ah oui, non, mais c'est passionnant, tous les mots. Alors, on parle Caraïbes en permanence. Un Touloulou, voilà, on connaît certains mots qui paraissent... Le Koui, bien sûr. Mais il y a des tas de mots. Un Ravet, on ne sait pas. C'est barbecue, c'est Caraïbes aussi. Oui, barbecue. Alors, il y en a des tas. En réalité, on parle Caraïbes. Et même les Occidentaux, les Blancs, enfin, les métropolitains, les Occidentaux parlent Caraïbes sans le savoir, des fois. Oui. Donc, revendiquons ça, mais vraiment, c'est top. Je vais quand même donner la parole à cette dame, qui ne regrette pas d'être venue sur le plateau de Forme. C'est qui Melville, alors? Parce que donc il y a cette guerre entre Delhi et puis Béranger pour le poste de Négus. Et puis il y a Melville, le pauvre, qui vient de la Commission européenne, à Metchen, encore la Commission européenne, qui se retrouve là. Tu es vraiment dans l'actu, toi. Oui, qui se retrouve là et qui est une espèce de, comment dire, d'outil en fait, enfin pour Béranger d'ailleurs, voilà, qui l'utilise. Sans déflorer l'histoire. Raconte-nous, c'est qui ce Melville, l'OBE? Parle-nous un petit peu de l'intrigue, s'il te plaît. En fait, Jean Merville est un fonctionnaire au départ de la Commission européenne. Tout à fait. Et il décide de rentrer chez lui. Il voit un jour une petite annonce dans la Gazette des communes comme quoi le Conseil territorial cherche un fonctionnaire qui correspond à peu près à son profil. Il postule, Béranger, le président du Conseil territorial, le reçoit et il discute et il lui dit « Je vous considère comme le directeur de l'Office du bien-être, c'est-à-dire un service social du Conseil territorial. » Béranger fait ses valises, dès le jour même il rentre à Bruxelles, il fait ses valises et il demande en réalité sa mutation, son détachement pour le Conseil territorial et il se retrouve dans cet Office du bien-être où il croit pouvoir effectivement dispenser des services sociaux à la population, ce qui est la mission même de cet office du bien-être, mais où en réalité Béranger va l'utiliser pour se présenter aux élections, il va distribuer les postes, détourner sa mission. Un petit peu d'ailleurs, excuse-moi, mais un petit peu, quand on parle notamment, quand on parle des effectifs des mairies, pas seulement les mairies de Fort-de-France, des mairies en général, ici comme ailleurs, mais ici aussi, dans les Outre-mer, notamment en Martinique, on a beaucoup recruté. En fait, certains disent que c'était l'amortisseur social. Comme il y avait du chômage, on recrutait, et après on se retrouve avec des effectifs pléthoriques, et des fois il y a la Chambre des comptes qui vient, qui dit « Oh, il y en a trop, etc. » Oui, c'est vrai. Mais c'est un peu ça. C'est un peu ça que tu dis, en fait, c'est ça. Sauf du clientélisme. C'est du clientélisme. Oui, merci Maëline. Sauf que là, en fait, alors même que le truc est déjà bien chargé, le type lui dit « Bon, mais vous allez me recruter parce que j'ai de l'argent, vous allez me recruter 20 000 personnes, vous allez les mettre au travail. » Il négocie avec le gouvernement une sorte de contrat, que le gouvernement lui octroie, et cet argent est consacré à payer des torves, des travailleurs
œuvrant au redressement de la Volcanie. La Volcanie étant une île imaginaire qui peut se trouver dans le Pacifique, qui peut être la Réunion, la Guadeloupe, la Martinique. Donc, effectivement, Merville se trouve au cœur, de la machine. De la machine. Il est l'instrument, il est au cœur. Il est l'instrument. Mais il joue le jeu, en fait. Il joue le jeu, oui, bien sûr. Il joue le jeu parce que, justement, on parlait des valeurs tout à l'heure, parce que, justement, il a des valeurs et qu'il croit que ces valeurs vont l'aider à précisément contourner un peu le système. Et il est d'ailleurs appuyé par des personnages lumineux. Il a une directrice adjointe qui est tout à fait lumineuse, Lucie Joubert. On voit la femme de ménage qui également a de belles valeurs. Il y a différents agents de l'OBE, l'Office du bien-être, qui ont de belles valeurs et qui vont l'aider à réaliser la mission. Alors, Nika, qu'est-ce que tu as éprouvé, parce que c'est ton premier roman, qu'est-ce que tu as éprouvé, parce que tu t'es jeté dans un univers que tu connaissais, parce que tu lisais des choses, mais là, tu crées des choses. Qu'est-ce que tu as ressenti quand tu as écrit, quand tu écrivais? Oui, alors beaucoup de plaisir, parce que depuis petite, en fait, j'avais envie d'écrire. Je voyais ma mère toujours avec des carnets qui écrivait, et je me disais, mais elle ne s'occupe pas de nous, enfin, il doit y avoir quelque chose de très fort dans ces petits carnets, parce que les enfants, mes frères et moi, on jouait, on la voyait toujours écrire. Donc je voulais comprendre le mystère justement de l'écriture. Oui, parce que j'ai pris beaucoup de plaisir, je me suis amusée et j'espère que les lecteurs vont s'amuser. On s'amuse, il faut le lire, vraiment. On s'amuse, c'est croustillant, on se dit, ah mais ça ressemble à un tel, ça ressemble à un tel. Oui, la réalité n'est jamais bien loin, mais des fois la réalité est plus forte que la fiction. À mon avis, il suffit effectivement de regarder un peu l'actu. En tout cas, Carnaval dans la République, Nikaï. On est presque arrivé au terme de notre émission, c'est pour ça que je suis presque conclusive. Ah non, mais presque. J'ai une question à vous poser avant, il nous reste 6 minutes. Quel est l'homme qui vous a le plus marqué? Quel est l'homme qui vous a le plus influencé? Voilà, l'homme dont vous voudriez parler. On parle beaucoup des femmes, là, je voudrais qu'on parle d'hommes. Ça peut être un homme amérindien, ça peut être un grand chef. Et j'ai une question d'ailleurs sur un amérindien. Quel est l'homme qui t'a le plus marqué, influencé? Il y en a plusieurs, mais s'il ne faut en citer qu'un, je dirais vraiment Nelson Mandela. Nelson Mandela, parce que de son vivant, on n'a pas attendu qu'il soit mort, et c'est très rare. On idéalise souvent les morts. Lui, de son vivant, il a obtenu... D'abord, il s'est battu pour ses idées, chacun le sait. Il est emprisonné. Il a été emprisonné, oui. Il a vraiment mis ses actes en conformité avec ses pensées. Et ce qui lui a valu la reconnaissance de ses adversaires de son vivant. Et donc, je trouve ça extraordinaire, ce que cet homme, effectivement, peut nous léguer, parce qu'il n'a pas prôné la haine contre des gens qu'il avait persécutés toute sa vie. Il a su maîtriser ses passions et nous léguer un héritage formidable. Oui. Et puis, il a mis les valeurs, ses valeurs au cœur de son action, et on en parlait tout à l'heure. Marilyn, l'homme qui t'a... Alors, juste, David qui me disait dans l'oreillette, qui me dit, il fait partie de notre top 3. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui le citent, quoi. C'est pour ça que tu allais parler aussi de Césaire. Parce que il me semble que tu es très... Bien sûr, Aimé Césaire, non seulement pour son action politique, mais pour sa poésie, pour ce parcours extraordinaire d'un petit gars qui sort de Basse-Pointe, si je puis me permettre, et qui arrive au lycée Schellcher, et qui va passionner le monde, qui connaîtra les plus grands, les Picasso, les Malraux, et qui va laisser un patrimoine incommensurable à l'humanité. Donc, je veux dire, notre petite Martinique, elle brille avec des hommes comme cela, et il est frappant d'ailleurs de constater à quel point, dans un petit pays comme cela, nous avons des grands hommes, Glissant, Chamoiseau, enfin, Fanon, et de grands musiciens aussi. Marilyn, quel est l'homme dont tu voudrais parler? Frantz Fanon. J'aime beaucoup Frantz Fanon. Et j'étais étudiante, quand j'étais étudiante, j'ai lu Fanon, et j'ai trouvé qu'il était une personne importante. Alors j'avais lu Peau noire, masque blanc, et j'avais trouvé que c'était lumineux.
Et donc, je pense qu'il m'a marqué. Alors, bien sûr, c'était une question un peu difficile pour moi parce qu'il y a tellement de personnes que j'aurais pu citer. Mais lui, il est quand même. Tu parlais mais Fanon, je trouve qu'on n'en parle pas assez. On n'en parle pas. C'est Oui, comme les on n'en parle Amérindiens. pas assez. Effectivement, on parle beaucoup de Césaire, on parle Oui. beaucoup de Glissant. Oui, Alors, oui. c'est le troisième, effectivement, de notre trilogie patrimoniale historique. Mais c'est vrai, et puis il est peu connu aussi. Oui, C'est-à-dire c'est qu'on a, vrai. voilà, on connaît peut-être pas assez le psychiatre qu'il a été, Oui, qui c'est ça. était novateur. Et puis son œuvre est peut-être aussi des fois un peu, comment dire, résumée ou raccourcie. Donc c'est vrai que peut-être que ce sera l'objet de notre prochain livre. Oui, c'est quelqu'un d'intéressant. Et puis c'est vrai que comme il a fait cause commune avec les Algériens. Voilà, c'est Peut-être peut-être pour pour ça ça qu'on aussi, on le connaît, qu'on- on le voilà, connaît qu'on peu. le connaît peu. Moi, j'avais une question sur un autre homme dont tu parles, il me semble, dans le livre, c'est Cayerman. C'est un chef. Oui, c'est un chef C'est un caraïbe. chef caraïbe qui est Qui a venu, été qui a incarcéré. été incarcéré, qui a rencontré. Qui c'est qu'il a rencontré Qui c'est qu'il a rencontré ici? C'est du parquet. Il a rencontré du parquet. Il a été incarcéré dans la prison de Saint-Pierre. Alors, il est quand même âgé. On dit qu'il est très âgé. Il est très on âgé. prétend qu'il a 120 ans. Bon, c'est sans doute une façon de dire qu'il est très très âgé. Il avait des fers et il a coupé des fers. Et il y a une technique que j'explique dans l'autre livre, enfin celui qui viendra. Et les Amérindiens savaient couper le fer avec certaines fibres. Alors, il a coupé ses fers. Il a traversé tout le nord de la Martinique, je ne sais pas vous imaginez, à cet âge-là, un homme âgé, il À a 120 traversé ans. tout. Et en fait, il serait mort, bon, sans émettre des doutes, d'une piqûre de serpent. serpent. Les Amérindiens savaient traiter, mais peut-être que c'était trop tard. Mais il avait vécu ici ou il venait d'ailleurs? Il a vécu toute sa vie en Martinique? Alors non, les Amérindiens bougeaient beaucoup, ils bougeaient beaucoup. Maintenant, est-ce il était de Martinique? Oui, Cayerman, c'était un chef qui habitait l'îlet Saint-Aubin, ça s'appelait, face à Sainte-Marie, il y a un petit îlet. L'îlet du Tombolo. Là, il y a des vestiges archéologiques dans cette zone-là. Mais l'îlet de Saint-Aubin s'appelait l'îlet de Cayerman. D'accord. Donc, il habitait dans la région. Moi, je veux une statue de Cayerman. Ce serait Je veux formidable. une statue de Cayerman, messieurs et mesdames du pouvoir qui m'écoutez. Je veux une statue de Cayerman. On peut inventer. Est-ce qu'on sait à quoi il pouvait ressembler? Il y a des descriptions ou pas? On peut s'inspirer des Caraïbes de Dominique. Ben il y a voilà. un très bon sculpteur dans la réserve Caraïbe de Dominique, qui est d'ailleurs fort pauvre, qu'on aurait pu aider financièrement, qui a fait une très belle statue en bronze pour la Chine. Donc on aurait très bien pu Bah, nous, Cayerman, lui commander une statue en prenant comme modèle Cayerman. en prenant comme modèle Alors, les Amérindiens de la réserve aujourd'hui Voilà. de Dominique. moi, j'en profite pour faire passer ma liste de courses pour le Père Noël. On parle de mémoire, de patrimoine, que Très tu bien. réhabilites, amérindien. Moi, je veux Cayerman, je veux Fanon, je veux Glissant, je veux bien sûr Césaire, je veux aussi des Européens qui ont compté aussi dans le même endroit et puis qu'on explique. Voilà, et puis des Africains, bien entendu. Bien sûr, nos il y a ancêtres tout un africains. travail Il y a patrimonial. tout un travail patrimonial à faire. L'héritage multiple, Voilà. quoi. J'ai le droit de dire ça ou pas? On pourrait débaptiser certains lieux, par exemple la baie de Trinité Oui. s'appelait la baie de Grimal avant. D'accord. Alors pourquoi ne pas lui redonner le nom d'un chef amérindien qui s'appelait Grimal? Grimal, cette émission est extraordinaire. Jingle, le mot de la femme pour dire ibout. Ibout, il presse pris fin, moi qu'à mêler, et puis créole moins. Donc, Carnaval dans la République, Nikaïit, jette d'encre édition. OK? Allez-y, c'est super intéressant, c'est du divertissement. Moins divertissant, mais très informatif, mais aussi divertissant parce que c'est très documenté, c'est varié. Donc, Amérindiens et Européens dans la Caraïbe insulaire, 1492-1804, on vous a expliqué les dates. Contact violent, tome 1. Vous avez de la lecture. Et puis contact non violent, on a expliqué pourquoi le contact non violent était plus petit, parce qu'ils étaient un petit peu énervés et un petit peu violents, les Européens. En tout cas, on est l'héritage, on est les héritiers des Amérindiens. Je suis vraiment contente de vous avoir eu sur le plateau. Le mot de la fin, c'est quoi? Eh bien, merci. Voilà, le plus beau mot pour moi Merci, Nika. de la langue. Le mot de la fin, Marilyn. Eh bien, j'espère que votre vœu de modifier certains noms de lieux et de faire des statues va s'ancrer dans la Martinique et dans les idées. On va suivre ça. J'espère qu'on aura une statue de Cayerman et qu'on aura une baie de Grimal.
Voilà, on s'arrête sur ces deux phrases. Merci mesdames, merci Marilyn, merci Nika Merci d'avoir à été vous. avec nous. Merci à vous téléspectatrices, téléspectateurs de Zitata et de FOM. Je vous donne rendez-vous le mardi à 20h05 sur votre chaîne Zitata. Bye bye, à bientôt. Femme. 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 Femme.